dites-moi, où est-ce que les chutes de variation du trimestriel ont été les plus fortes? Oui, oui, je t'en réponds. Il lève la main? Oui, dis-moi. 63? Qu'est-ce que tu vois 63? 63, ça, t'es sûr? 62? 63, grosse grève des mineurs? Moi, je suis pas sûr de moi là-dessus. En fait, j'ai fait le graphique et puis je connaissais bien ça, mais ça, j'étais pas sûr. Je me demandais si c'était pas le problème de la guerre d'Algérie. Mais il faudrait que je regarde le graphe. Il faudrait que je refasse, parce qu'en fait, on a du mal à voir quelle date. Mais tu me dis grosse grève des mineurs en 63, c'est possible. Et je pensais que c'était le retour et la fin de la guerre d'Algérie avec tous les problèmes que ça a. À vérifier, il faudra que je regarde le graphique, les données Excel avec lesquelles j'ai fait ça pour bien vérifier la date. Parce qu'en fait, j'ai fait ce graphique-là pour vous expliquer que la plus grosse chute trimestrielle qu'on observe depuis l'après-guerre, c'est quand même la chute du PIB liée au Covid. Deuxième trimestre 2020, chute du variation du PIB trimestriel, moins 13, presque moins 14. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer à quel point la crise avait été forte. On n'avait jamais vu ça avant, sauf en période de guerre, quoi. Ensuite, ici, c'est quoi? 68, qu'est-ce qui se passe? Grève générale. Les usines sont bloquées pendant 3 semaines, un mois. Donc, du coup, il y a un arrêt de la production assez important. Et donc là, on a un recul du PIB trimestriel de 5%. Pourtant, beaucoup de choses étaient arrêtées. Nous, on a fait presque 3 fois mieux. Là. Le confinement, vous avez bien vécu. Hein. On était tous bloqués pendant 2 semaines, 3 semaines. On a vraiment presque sortir. Ça a été pire que d'autres périodes. Donc, mai 68, c'est intéressant parce que c'est la grève des étudiantes. Ensuite, il se transforme en grève générale. Et ça va être arrêté avec les accords de Matignon ou les accords de Grenelle. J'ai toujours des petites confusions. À force d'avoir des accords partout dans ma tête. Accord. Ah, peut-être bien. Peut-être que j'ai raison. Des fois, je me... Alors, les accords de Grenelle, l'initiative du gouvernement en mai 68. Non, c'est les accords de Grenelle. Et moche. C'est quand je cherche à chaque fois, je me trompe. C'est les accords de Grenelle. Les accords de Grenelle qui mettent fin à la grève générale. Et dans les accords de Grenelle sont négociées des augmentations de salaire, mais surtout l'indexation des salaires sur les prix. Donc, si les salaires ne peuvent pas baisser en termes réels, avec l'indexation des salaires sur les prix. Ensuite, donc ça c'est 68, mais ce qu'il y a en 68, c'est que la chute, elle est largement compensée par le rebond qui arrive juste derrière. Donc finalement, on reste dans des périodes de croissance assez fortes, et ça va être d'un point de vue économique, ça va être assez vite effacé. Ensuite, vous avez encore un grand creux là. C'est quoi ça? Dis-moi. Premier choc pétrolier, quelle date? 73, qu'est-ce qui se passe? Presque. La guerre du Kippour. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui sait mieux que lui? Merci hein, mais ça partait dans de mauvaise direction. Mais la date est bonne. Dis-moi. Ouais. Donc les Arabes, les Palestiniens autour d'Israël sont toujours fâchés par le fait qu'on ait accordé Israël après-guerre.
Donc ils veulent réattaquer Israël pour récupérer les territoires occupés. Sauf que Israël est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux armé, enfin est plus fort. Et la guerre de Kippour est raclée, je crois, en 3 jours. Et donc les Arabes, les Palestiniens perdent la guerre. Donc comme ils perdent la guerre, une partie des Arabes sont fâchés. Et pour sanctionner les Occidentaux, comme ils produisent une grosse partie du pétrole avec l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, et ben, le cartel de l'OPEP est suffisamment fort pour dire que puisque c'est comme ça, nous, on va augmenter les prix du pétrole. Vous êtes avec moi ou vous venez me chasser? Ah, à trouver une place tranquille. Hein. Donc, la montée du prix du pétrole va impacter négativement les économies occidentales puisque ça renchérit le coût de l'énergie. Vous aurez un deuxième choc pétrolier. À quelle date? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième choc pétrolier, là, plus petit. 79, ouais. Je n'entends pas bien. Non, le premier, tu viens d'arriver? D'accord. On a déjà dit. Deuxième choc pétrolier. 79, il se passe quoi? C'est le fait que l'ayatollah Khomeini prenne le pouvoir. Où ça? Dis-moi. Oui? En Iran, en 79, les États-Unis essaient d'intervenir dans ces pays, dans les pays dans le conflit. Finalement, euh, ils perdent. Du coup, les Arabes remettent encore un coup en disant les Occidentaux ont encore voulu intervenir dans nos trucs. Puisque c'est comme ça, on va encore remonter les prix du pétrole. Voilà. Deuxième choc pétrolier. Alors, il a quand même moins d'impact parce que, alors, je n'ai plus en tête si la montée était aussi forte, mais ce que je sais, c'est que après le premier choc pétrolier, comme l'énergie coûtait plus cher, on va commencer à essayer de réfléchir à des moteurs qui soient plus économes, à des machines qui bouffent moins d'essence. Et donc, du coup, le deuxième choc pétrolier, il aura un impact quand même sur l'économie, mais qui sera quand même moins fort que le premier. Parce que les économies ont commencé à essayer de faire des efforts d'économie d'énergie. Ensuite, quoi d'autre plus près de nous, là, c'est quoi ça? Non, là, là, là. Ouais, c'est la crise des subprimes. T'as raison, hein, mais c'était pas le truc que j'étais en train de monter. Ça, c'est les subprimes, 2008 avec ses conséquences. Donc, crise des subprimes, c'est le fait que le bulle immobilière, elle éclate. Il y avait eu des innovations financières qui ont conduit à une augmentation importante des prix de l'immobilier. Il y avait aussi des transformations dans la réglementation d'accès à la propriété. Et donc, il y a eu une bulle et puis ça a éclaté. Et puis, en fait, qu'est-ce que je explique là-dessus? Vous connaissez ça ou pas? Vous regarderez Margin Call. Le film est assez pédagogique. Hein. Margin. Donc, le devoir de la semaine prochaine, c'est de regarder le film. Ça va? Ça va comme devoir? Donc, c'est un film qui traite assez bien de la crise des subprimes. Il y a même des beaux graphiques qui m'intéressent. Ouais. Donc, crise des subprimes. Tu disais avant crise SME 93, qui est qui disait ça? La crise du système monétaire européen 93. Qu'est-ce qui se passe? À la fin des années 80, l'Allemagne se réunifie. L'Europe essaye de faire l'intégration monétaire. Si vous réussissez à passer en deuxième année, je vous expliquerai ça en détail en économie européenne. Donc, il y a des problèmes dans le taux, dans l'échange, dans la fixité du change au niveau européen. Il y a des pays qui n'arrivent pas à maintenir leur parité. Il y a des dévaluations, ça entraîne une crise et ça va avoir des conséquences assez importantes sur l'économie. Et ça, c'est aussi un petit peu dans le sillage de la guerre
de la guerre de 91. Donc il y avait aussi un contexte international qui n'était pas très, très favorable. Mais il y a des problèmes strictement européens. Et puis le dernier truc qu'on n'a pas expliqué, c'est la crise de la nouvelle économie en 2000-2001. Pareil, bulle sur les entreprises de la nouvelle économie. Alors la nouvelle économie à l'époque, c'est l'Internet. Que quand vous n'étiez pas né, l'Internet, c'était un truc de nouveau. Mais vous, vous êtes né avec. Moi pas. J'étais à votre place à l'époque, pratiquement. Donc à l'époque, comme l'Internet, c'est nouveau, les gens ils pensent que ça va rapporter beaucoup de fric à plein de gens. Alors c'est pas tout à fait faux, mais le problème c'est que ça ne peut pas rapporter de fric à tout le monde. Donc en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite parce que l'Internet est caractérisé aussi par des économies d'échelle et un mécanisme qui s'appelle the winner takes all. Le gagnant prend tout. Donc en fait, c'est difficile d'avoir un deuxième Google. C'est difficile d'avoir, alors j'allais vous dire un deuxième Amazon, mais il y en a déjà un deuxième d'Amazon. C'est qui? C'est qui deuxième Amazon? Alibaba. Vous ne connaissez pas? C'est l'Amazon chinois. Mais c'est extrêmement difficile dans l'Internet de pouvoir concurrencer quelqu'un qui est déjà très avancé. Donc en général, il y a des mécanismes du type the winner takes all. Donc c'est le premier arrivé qui prend tout. Ah, c'est une chanson magnifique. En plus, c'est ABBA, trop la classe. Vous ne connaissez pas ABBA? Ah non, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. C'est bloqué la musique. Oh, j'entends pas. Bizarre. On me sent sur ma musique, j'ai l'impression. Continuons. Vous écouterez ABBA à la maison. Alors, la formule du taux de croissance, qui c'est qui l'a? Les réponses, les réponses de cette partie-là se trouvent à la fin du support. Hein. Calcul du taux de croissance, il doit être par là. Voilà, c'est les formules équation 1, équation 2. Donc page 18. Donc la formule du taux de croissance, c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale, entre parenthèses fois 100. Et on peut factoriser la valeur initiale et puis réécrire la formule valeur finale sur valeur initiale moins 1, le tout entre parenthèses fois 100. Le résultat, c'est la même chose puisque c'est une façon différente d'écrire la même formule. Donc voilà la formule du taux de croissance. Ensuite, qu'est-ce que je demandais? Ah, le taux de croissance moyen. Ça, c'est moins facile. Quelqu'un qui sait? Qui a fait autre chose que regarder la correction qu'il y avait au fond? Qui c'est qui a regardé la correction qu'il y avait au fond? Personne? Je vous fais des beaux supports et personne ne regarde? C'est pas grave, on se reverra l'année prochaine au même endroit. Alors, pour expliquer le taux de croissance moyen, je vais commencer par le taux de croissance à une période. Allez, je vais essayer de me filmer. Ah bah oui, c'est bon comme ça. Là. Ah oui, c'est mieux comme ça. Alors, le PIB. Le PIB en T plus 1. Le PIB de l'année suivante, c'est le PIB de maintenant, en T, multiplié par 1 plus le taux de variation
Voilà. Donc, si le PIB il vaut 100 au départ, vous avez 103, ça voudra dire que ici, vous avez 0,03. D'accord? Ensuite, si jamais on suppose que G, le taux de variation, c'est toujours le même, d'année en année, on va pouvoir expliquer le PIB en T plus 2. Le PIB en T plus 2, c'est égal au PIB en T plus 1, fait par... c'est égal au PIB en T, fois 1 plus G, fois 1 plus G. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Le PIB de l'année suivante, T plus 1, c'est égal au PIB de l'année courante, en temps d'aujourd'hui, le T d'aujourd'hui, multiplié par 1 plus G. Donc du coup, PIB T 1 plus G, c'est égal à PIB T plus 1. C'est d'accord? Ensuite, si on suppose que le taux de croissance de période en période, c'est le même, ben, du coup, je sais que le PIB en T plus 2, c'est égal au PIB en T plus en T, fois 1 plus G, fois 1 plus G. D'accord. Ensuite, si je veux généraliser, ben, je vais pouvoir dire que le PIB en T plus N est égal au PIB T fois 1 plus G puissance N. Là, je sens un silence. Qu'est-ce qui se passe? Bon. G, c'est le taux de variation. Donc, si tu as le PIB d'arrivée, il vaut 103. Moins le PIB de départ. Sur le PIB de départ. Ça va être égal à, je multiplie ça par 100, égal 30%. Si on n'avait pas multiplié par 100, ça serait égal à 0,03. Okay. Donc, une fois qu'on a cette formule qui généralise en disant à partir du PIB en T, on peut calculer le PIB en T plus N, si on suppose que le taux de variation G est constant, il soit le même à travers toutes les périodes. Ensuite, quand on demande de calculer le taux de croissance moyen sur plusieurs périodes, eh ben on fait comme si par hypothèse, on va supposer que le taux de croissance ça sera le même de chaque période. Donc on va calculer la variation du PIB de la dernière période par rapport à la première période, et puis ensuite on va tenir compte du nombre d'années pour pouvoir savoir quel est le taux de croissance annuel moyen d'année en année. Et pour faire ça, on veut identifier, nous, ici, on aura le PIB de fin, ça sera connu, le PIB de départ, il est connu, le nombre d'années est connu, 1, c'est 1, et ce qu'on va chercher, en fait, c'est G. C'est ça qu'on va chercher à trouver. Donc, il va falloir qu'on sorte G. Il va falloir qu'on identifie G. Pour faire ça, c'est moche mon tableau. Mais en plus, il est inversé. Ah, c'est nul ça. Ça, j'y avais pas pensé. Bon, bah, je continue avec la version comme ça. Alors. En plus, je sais même pas si j'étais en train d'enregistrer ça. Normalement, j'ai une correction ici. Voilà. Donc ça, c'est le taux de croissance. Ensuite, si on veut le taux de croissance moyen, donc si vous avez un PIB qui croît de 5% par an pendant 5 ans,
eh ben, on verra que le PIB dans 5 ans, il vaudra 127. Donc ça, c'est si je connais le taux de croissance moyen, je cherche le PIB final. Je ne l'ai pas. Mais là, ce que je suis en train de vous proposer, c'est de vous dire, je connais le PIB final, je connais le PIB de départ, je connais le nombre d'années, je vais chercher combien vaut ici 0,5, parce que je suppose que je ne le connais pas. Donc si j'ai ici le PIB de fin, le PIB de départ, le nombre d'années, et que je cherche X, que j'ai appelé G ici, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 100, je vais diviser 127 par 100. Résultat, il ne me restera plus que la parenthèse. Ensuite, 127,6 sur 100, ça fait 1,27, d'accord. Ensuite, ce qui m'ennuie, c'est la puissance ici. Donc, pour enlever la puissance 5, je vais mettre une racine, une racine cinquième. Donc, la puissance, normalement, quand je veux faire comme ça pour l'ôter, c'est comme si je faisais une puissance 1 sur 5. Donc, je fais une racine 5. Donc, du coup, ça me permet d'enlever le puissance 5 ici. Parce que ici, si je mets une racine 5 et une puissance 5, ça s'annule. Les formules qu'il faut que je vous redonne, que vous avez oublié, c'est que A puissance n plus B, plus A puissance m, ça donne quoi? Non, j'ai des conneries. C'est pas ça. Hein. J'ai anticipé le plus après. Des fois, je mélange. Et quand c'est une multiplication qu'on fait A, N, M. OK. Ensuite, racine de X. C'est comme si on écrivait X puissance 1 sur 2. Ouais. Oui, pour tout le monde? La racine, c'est une puissance 1/2. Ensuite, donc, dans mon exemple, j'ai un truc avec x puissance 5. J'aimerais enlever la puissance. Je mets une racine cinquième. Et donc, du coup, c'est comme si je faisais x puissance 5 par x puissance 5 est égal à x. Parce que 1 sur x égale à x puissance moins 1. D'accord? Les gens qui ne sont pas d'accord, vous regarderez ça tranquillement. Donc, ce qui m'ennuie dans mon calcul, là, c'est la puissance 5. Pour enlever la puissance 5, je suis obligé d'appliquer une racine 5. Ensuite, j'ai plus de racine. Je suis tranquille. Donc, je vais identifier x. Et donc, du coup, il ne me restera plus que... Donc, si je fais 1,27, je vais le faire avec Excel. Donc, je vais vous montrer 1,27 puissance. Donc, c'est le chapeau. 1 sur 5. J'ai dit dans le truc, ça faisait 1,005. Bon, j'ai un peu escroqué, c'est 1,048. Ensuite, il fallait faire moins 1. Et donc, on trouvait que le taux de croissance moyen, bah, c'était 0,48, donc à peu près 5%, 4,8%. Ah oui, là, j'ai un peu escroqué, là, quand même. Ah, il y a peut-être des trucs derrière la racine. 1,27,6. Ah, c'est peut-être le 0,6. Ah oui, c'est le 0,6. Puis peut-être qu'il y a encore un petit truc derrière. C'est derrière la virgule que je n'ai pas écrit qui fait qu'il y avait cet écart. Alors ensuite, c'est quelle question ça? Hein? Ah, maintenant, il faut faire le calcul. Alors faites le calcul, hein. Je vous ai montré la formule. Bah, faites le calcul.
Donc, il faut essayer de savoir de combien le PIB a augmenté entre 2019 et 2009. Alors, entre 2009 et 2019, ça fait combien d'années? 10 ans, c'est bien, vous avez le niveau CE1. Bravo. Après, on va voir si vous avez le niveau 3e. Il faut faire le calcul. Arrêtez de m'admirer. Prenez un crayon, un papier, puis faites. Donc, vous remplacez le PIB de 2019, donc il vaut 2322,7. Il y a un petit p à côté parce que c'est une prévision encore à ce stade. Le PIB final, 2322,7. Le PIB initial ici, 2025,8. Et puis le N, c'est 10. Donc on remplace par les valeurs. Est-ce que j'ai écrit ma formule au tableau? Non, j'ai pas écrit. Donc le PIB de finale, 2322,7. Sur le PIB départ, 2025,8. Ça, c'est la variation totale. Et ça, c'est la variation sur 10 ans. Donc, il faut faire quoi? Reprenez la formule que j'avais mis en dessous et vous remplacez par les valeurs que je viens de mettre. Là. Donc ici, c'est pas 100, c'est le PIB de départ. Donc le PIB de départ, c'est 2025,8. Écrivez, s'il vous plaît. Donc 2025,8 fois, entre parenthèses, 1 plus x puissance 10 égale 2322,7. Ensuite, vous faites tous les calculs pour réussir à identifier x. Si vous êtes nul en maths, vous faites quoi? Vous allez chercher une calculatrice Maxima. Vous téléchargez Maxima. Je sais que je télécharge le truc. Et la version en ligne. Non, trop compliqué. Où est-ce que je télécharge ce machin? Ah là. Les gens qui comprennent, faites le calcul pendant que je montre aux nuls comment ils font quand ils sont nuls. Moi aussi, je suis un peu nul. Alors, il est où mon Maxima là? Ah, il n'a pas encore démarré? Vous connaissez Maxima? C'est une calculatrice scientifique gratuite que vous pouvez télécharger et mettre sur votre ordinateur. Vous trouvez combien? Non. Je crois pas. Qui c'est qui trouve la valeur de ce que je demande? Combien tu dis? Non. Dis-moi. Ah! Bah dans ma mémoire, j'avais 1,37%. Que j'ai fait le calcul de tête. Non, c'est parce que les autres, ils l'ont fait que je m'en souviens. Donc,
0,014. Donc 1,37, ouais, ça doit être ça à la virgule près. Ouais, ouais. Le PIB, pendant 10 ans, il a augmenté de manière moyenne au taux de croissance annuel de 1,4%. 1,37, j'avais marre. Alors, il est où le maxima? Alors, on avait quoi comme équation? On avait dit 2025. Qu'est-ce qu'on avait? L'équation, c'était fois 1 plus x puissance 10 égale 2322,5. Là, il donne un truc bizarre. On va lui demander de faire un truc plus simple. Je vais mettre en virgule flottante. 13, 0,138. Ah, il est exagéré là sur la solution. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez télécharger Maxima. Et puis vous regardez comment j'ai fait là. Donc vous allez sur... Je vais le refaire parce que je crois que j'enregistre pas le bon truc. Donc si vous avez téléchargé Maxima, ensuite pour vérifier que vous avez raison, vous allez sur équation. Donc l'équation c'est la valeur du PIB de départ 2025 fois 1 plus x, c'est mon taux de croissance ici. Combien d'années? Puissance 10, parce que c'est sur 10 ans. Et ça doit valoir le PIB final. Combien est-vous, mon PIB final? 2322,7. On fait OK. Et il donne un résultat qui est imbitable. Vous prenez le dernier truc, là, et vous demandez de passer en virgule flottante. En virgule flottante. J'ai pris trop de trucs. Je n'ai pas fait attention. C'est le petit égal, là, qu'il faut que je prenne. En virgule flottante. Et il me donne le résultat. 0,137, etc. C'est la même chose que tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû oublier une virgule ensuite. Si vous êtes... Ce que je suis en train de vous donner là, c'est un filet de sécurité. Vous le faites à la main. Et à la limite, à la main, c'est plus facile que le faire avec la calculatrice ici. Vous le faites à la main, vous trouvez le résultat. Vous voulez être sûr de vous. Vous le calculez avec la calculatrice. Sinon, comment vous faites? Vous faites l'inverse. Puisqu'on vous dit que le résultat, c'est 1,38. Vous reprenez votre calculatrice ou Excel. Vous savez que le PIB de départ, c'est 2025,8 fois 1 plus 0,038 puissance 10. Et vous devez retrouver 2327. 2322. J'ai dû faire une petite bêtise sur les... Je vois, il manquait un truc ici. 2323. J'ai mon ordre de grandeur. C'est que ça doit être bon. Quand vous pouvez retrouver le calcul d'une autre manière, si vous voulez être sûr, vous le faites dans un sens, et puis après, une fois que vous avez le résultat, vous vérifiez que votre résultat est bon. OK? Le calcul du taux de croissance, donc on peut le faire simplement d'une période sur l'autre. Ensuite, je peux vous donner le taux de croissance en vous disant, il y a le PIB initial, je vous donne le taux de croissance, je vous donne le nombre d'années, quel sera le PIB final? Je peux vous dire, le PIB initial, il vaut tel montant, le PIB final, il vaut tel montant. Au bout de 10 années,
quel est le taux de croissance moyen, comme on vient de faire. Donc en fait, il y a 3 façons de poser le problème. Et si vous comprenez bien, quelle que soit la façon, vous allez pouvoir trouver la solution. Je peux vous donner le PIB final, le nombre d'années, le taux de croissance moyen. Retrouvez-moi le PIB de départ. Il faut pouvoir faire les choses dans les différentes manières, de façon à ce que je comprenne bien que vous avez compris et que vous savez faire ce type de calcul. Calculer en économie ou même en gestion, c'est quand même le B à bas. Donc ça doit être su parfaitement. Il y a des problèmes? C'est bon? Alors, je reviens au TD. Alors, il y a qui avait trouvé avant que je donne la solution? Dis-moi. Tu as une question? Alors, quel a été le taux de croissance moyen entre 2009 et 2019? Et donc, c'est 1,338, un truc comme ça. OK? C'est bon pour tout le monde, ça? C'est des petits calculs gentils, hein. On fera des calculs un peu plus méchants après. C'est histoire de se mettre dans le bain. Parce qu'en économie, je suis désolé, mais on compte. Donc, il faut savoir compter un minimum. Ensuite, question 6. Si la croissance du PIB recule de 9% par rapport à 2019, quelle serait sa valeur en 2020? Vous avez trouvé? Dis-moi. Comment tu fais? Attends. J'essaie de suivre et puis j'essaie de donner la correction en même temps aux gens. Alors, je t'écoute. 2300. 2320 fois 9 divisé par 100. 2321, la chute de 9%, tu trouves 2113. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait trouvé pareil? Parfait. Ok, c'est pas très compliqué, hein. C'est quoi la prévision de chute du PIB finalement pour cette année? C'est à peu près ça, hein. Donc, c'est à peu près déjà les valeurs qu'on avait prévision. Le PIB baisserait de 0,7. Pardon, 8,7. Et puis il rebondirait de 5,2. À partir du PIB qu'on vient de calculer là, qui valait 2113, calculez-moi le PIB de 2021. Si jamais le PIB il rebondit de 5%. 2113, et vous me mettez 5% de plus sur ça. Qu'est-ce qu'on pose comme opération? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on pose comme opération? Ok. Fois 1, 0, 5. Moi, j'ai 2218. On est d'accord. Donc 2218, ça sera encore en dessous du PIB de 2019, qui était de 2323. C'est-à-dire que le rebond de 2021, tel qu'il est prévu, il n'efface pas encore la chute de 2019. Ça veut dire qu'il va falloir attendre 2 ans, 3 ans pour que la chute du PIB soit. Et là, on dit que l'année en 2022, il prévoit une hausse de 3,3. Bah, continuons. 3,3 sur le résultat de 2021. Et ben, on n'a encore pas le PIB de 2019.
Et si on retombe au niveau à peu près du PIB potentiel, qui en France est à peu près de, en étant gentil, 2%, on va refaire pour l'année suivante le PIB de 2000 à 1,02. Et ben voilà, on va enfin réussir à retrouver en 2023 ou 22, je ne sais plus où j'en suis, le PIB de 2019. D'accord? Donc vous prenez la mesure de la perte, hein. C'est pas de la rigolade. Ensuite, alors, rappelez-moi pourquoi la croissance est si important pour le politique. Dis-moi. Vas-y, vas-y. En principe, plus on a de croissance, plus on a d'emploi. Vous avez dit, cette relation, c'est la relation de Kuhn. Donc la relation de Kuhn, c'est un économiste qui se rend compte que il y a une évolution entre le PIB, la variation du PIB trimestriel et l'évolution du taux de chômage. Plus le PIB trimestriel augmente, plus le taux de chômage, plus l'évolution du taux de chômage est négative. Donc plus le taux de chômage baisse. Plus la variation du PIB trimestriel est faible et moins le taux de chômage baisse. Et donc ça c'est assez logique, hein. Et je vous avais expliqué en cours que il fallait à peu près une croissance de 1,6 en France pour pouvoir avoir un taux de chômage qui soit stabilisé. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'augmentation de chômage, qu'il n'y ait pas de hausse ni de baisse de chômage. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a une augmentation de la productivité du travail, apparente du travail, c'est-à-dire que l'économie fonctionne mieux. Et si on pense que c'est uniquement à cause du travail, on va calculer la productivité apparente du travail. C'est-à-dire la variation de la quantité de travail par rapport à la variation du PIB. Et puis comme ça, on voit que même si on a la même quantité de travailleurs, on est capable de faire un peu plus d'année en année. Donc, si on a une croissance de 2% et que la productivité de travail est de 2%, en fait, on n'aura pas besoin d'augmenter le nombre d'emplois. Et en plus de ça, il n'y a pas que la productivité de travail, il y a aussi l'évolution du solde de la population active. Est-ce qu'il y a plus de gens qui rentrent sur le marché du travail ou de gens qui sortent sur le marché du travail? Et quand vous avez une population qui est dynamique, il y a plus de gens qui rentrent sur le marché du travail que de gens qui sortent. Donc, même si vous avez 2% de croissance et que vous avez 2% de productivité de travail, vous aurez du chômage parce que si le taux de croissance de la population active est fort, il y aura plus de gens qui vont rentrer que qui vont sortir, et donc du coup, le taux de chômage augmentera. Et si je reviens sur mon exemple de départ en disant qu'il fallait 1,6. Donc, si vous imaginez que vous avez une productivité de travail qui est à peu près de 1% et que le solde naturel est de 0,6, si vous voulez qu'il n'y ait pas de chômage, il faut au moins avoir une croissance de 1,6 pour pouvoir absorber l'augmentation de la productivité de travail et l'augmentation du solde de la population active. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans nos périodes de crise, là, il y a quelque chose qui est un petit peu inquiétant, qui est positif à court terme et négatif à moyen terme. Le seuil à partir duquel la croissance permettait de faire baisser le taux de chômage a diminué. Donc, soit vous dites, ça, c'est grâce à l'effet du baby boom. Il y a un petit peu moins de gens qui rentrent sur le marché du travail parce que les gens sont vieillissants et donc il y a des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, mais il y a relativement plus de vieux qui en sortent. Et donc, du coup, vous aurez moins besoin de croissance pour pouvoir absorber l'entrée sur le marché du travail. Donc ça, vous dites c'est bon pour le marché du travail, mais si vous dites que la croissance, elle dépend de la quantité de facteurs de production, si la quantité de facteurs de production décroît, c'est pas trop bon pour la croissance à moyen terme. Si vous avez moins de travailleurs, c'est moins bon. Et de l'autre côté aussi, ça peut être lié au fait que la productivité du travail diminue. Donc à court terme, vous êtes content, vous avez besoin de moins de croissance pour pouvoir baisser votre taux de chômage. Mais à moyen terme, ça veut dire que votre PIB potentiel diminue.
votre capacité de production moyenne normale, elle diminue parce que vous avez moins de facteurs de production et que la productivité des facteurs de production a tendance à augmenter moins vite. OK? Bon. Désolé pour cette séance bizarre. Je trouve que vous n'avez pas beaucoup bossé collectivement. Alors, quelques-uns ont l'air d'avoir bossé, mais je trouve que vous étiez un petit peu passif et que j'ai pas l'impression que vous avez tous bossé comme vous auriez dû. Du coup, je vais ramasser.